ces terroristes, et Daesh en particulier, puissent être un produit du néolibéralisme. Et je pense que c'est pas mal, c'est encore quelques minutes, pour bien préciser que c'était, enfin, en tout cas dans ma représentation un peu sommaire des choses, ce que moi j'avais résumé sous la forme de l'occasion qui fait le larron. Et une occasion dont on pourrait peut-être bien s'arrêter, il faudrait peut-être s'arrêter pour bien préciser finalement que c'est la désespérance que produit ce néolibéralisme qui va donc créer un espace où peuvent revenir ces idéologies terroristes. Et je pense que c'est pas mal qu'on s'arrête, parce que sinon, on va vers les raccourcis dont on se plaint. Et si tu peux revenir à partir de là, je pense que ça sera utile. Tu l'as très bien dit, ce n'est pas un produit. Je veux dire qu'il faut vraiment... Je suis désolé de dire ça, parce que j'aime bien Laurent Jouvin, c'est pas un problème, mais je considère qu'il a valu mon bouquin. Alors il dit qu'il est bien écrit, qu'il est clair, c'est de la sympathie, que je fais une très belle critique humaniste d'une société déshumanisante, bon, c'est très sympathique, et que par contre j'ai rien compris, et j'exagère quand je parle de Daesh et du djihadisme, parce que ça existait avant le néolibéralisme. C'est évident que ça existait avant le néolibéralisme, ça s'est fabriqué entre le 8e et le 11e siècle. Voilà, bon, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, alors là je ne suis pas un spécialiste, il faudrait mieux demander des historiens des pays arabes et des historiens des religions, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, par exemple, c'est autour de l'entité d'un nationalisme arabe que les choses se constituent, et puis qu'à d'autres moments, ce nationalisme ne fonctionne plus, et que ce qui va venir à la place, c'est l'islamisme. Et ça, on le retrouve. Alors, l'islamisme, pas forcément les salafistes, là aussi, tout confond, surtout qu'il y a plusieurs formes de salafisme. Bon, que le salafisme djihadiste n'est qu'une des formes parmi les. C'est pour ça que quand j'entends une députée ex-ministre dire qu'il faut interdire le salafisme, elle n'a pas lu la moindre page sérieuse de l'histoire des religions, parce qu'il y a plusieurs versions du salafisme, c'est pas le problème. Mais les frères musulmans, par exemple, ça a été aussi une autre manière de penser, encore une fois, justement quelque chose qui ne soit pas la nation arabe, mais qui soit, encore une fois, une espèce de théocratie. De la même manière, et le bouquin commence un peu là-dessus, il commence, on va quand même en parler, il commence sur cette idée, si vous voulez, que l'appel, en quelque sorte, aux idéologies religieuses, c'est l'appel, si vous voulez, je dirais, comme dit Marx, n'est-ce pas, de la créature opprimée, accablée par le malheur, qui cherche dans la misère religieuse, dit Marx, l'expression autant que la protestation contre son État. Vous voyez, on peut même donner la citation parce qu'elle est très belle, beaucoup plus que tout ce que je pourrais vous raconter là. N'est-ce pas, il dit, je vous donne les deux traductions. La première traduction, c'est la détresse religieuse et en même temps l'expression de la vraie détresse, c'est-à-dire sociale, matérielle, etc., et la protestation contre cette vraie détresse. La religion est le soupir de la créature opprimée, le cœur d'un monde sans cœur, tout comme elle est l'esprit d'une situation sans spiritualité, elle est l'opium du peuple. Alors, tout le monde a retenu l'opium du peuple, ce qui a pour son intérêt, mais pas les phrases sur avant. Et, autre traduction, la misère religieuse est d'une part l'expression de la misère réelle, et d'autre part la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature accablée par le malheur, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'une époque sans esprit, c'est l'opium du peuple. C'est le Marx de 1844, donc presque pré-marxiste, si vous voulez, c'est le Marx hegelien de gauche, pour aller très vite, et qui pose bien, encore une fois, que cet appel apparaît à un moment donné, c'est-à-dire face à une crise sociale, et je dirais aujourd'hui face à une crise politique. Alors, peut-être juste pour aller essayer de répondre à ta question, moi je vous donnerai une définition d'Hannah Arendt, que je trouve très intéressante par rapport à ce qui nous arrive, quand elle veut définir les nouveaux totalitarismes, les dangers des nouveaux totalitarismes. Écoutons ce qu'elle nous dit, qui a déjà plus de 50 ans. Et écoutons ce qu'elle nous dit, et essayons d'entendre en quoi cela peut nous faire remémoration par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui était si séduisant, c'est que le terrorisme était devenu une sorte de philosophie exprimant la frustration, le ressentiment et la haine aveugle. Une sorte d'expressionnisme qui avait les bons pour langage et qui observait avec délice la publicité donnée à ses actions d'éclat et qui était prêt à payer de sa propre vie pour faire reconnaître son existence par la société normale. Et on a vraiment l'impression qu'on aurait mis
cette phrase, je dirais, après les ignobles attentats de 2015 et de 2016, n'est-ce pas, on pensait que ça s'appliquait à ce qu'on a connu. Donc, en gros, c'est un peu cette perspective que je propose. Et là, alors, après je laisse ça fermer, mais là, à mon avis, le problème majeur, vous voyez, c'est le défi que cela représente face aux valeurs libérales qui fondent nos démocraties libérales. Parce que la grande idée, quand même, la grande idée du libéralisme, hein, c'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on fasse gaffe, si j'ose dire, comme on dit chez moi en France, n'est-ce pas, à préserver le libéralisme philosophique, qui est quand même un appel à l'émancipation, et à ses dérives ensuite dans les pratiques institutionnelles et les pratiques politiques. Pourquoi? Parce que le libéralisme, si vous prenez chez quelqu'un qui va légitimer le libéralisme philosophique, c'est Montesquieu. Montesquieu qui va devenir la référence d'ailleurs pour la jeune démocratie américaine, avec séparation des pouvoirs, tolérance des opinions, etc. Bon. Qu'est-ce qu'il dit, Montesquieu? Il dit qu'en gros, le libéralisme est la seule chose qui puisse faire objection à la terreur, qui est l'élément résiduel des caprices du despote. Donc en gros, la légitimité, sur laquelle d'ailleurs, pendant des siècles, les libéraux vont s'appuyer, c'est cette idée que, bon, peut-être que ça fait des dégâts, mais vous comprenez bien que c'est la seule manière, les partis, les séparations de pouvoir, etc., la tolérance de l'opinion, c'est la seule façon de garantir, en quelque sorte, qu'on n'est pas soumis aux caprices arbitraires et à la terreur du despote. Là, le problème, c'est que vous avez, avec les terrorismes qui se sont produits dans l'histoire et qui se produisent aujourd'hui, un défi. Puisque, en quelque sorte, la garantie qui est donnée, si vous voulez, au peuple, que nos institutions n'étaient pas parfaites, que ça faisait beaucoup de dégâts, qu'on pouvait être malheureux, parce que vous voulez qu'il y ait de la misère, mais quand même, ça garantit au moins un sentiment de sécurité, dont je vous rappelle quand même qu'il est étymologiquement la croyance que l'on peut avoir, comme dit Montesquieu, qu'on peut exprimer une opinion sans craindre son concitoyen. Je cite de mémoire. Donc cette idée-là, elle ne tient plus la route aujourd'hui, puisque, en quelque sorte, la sécurité qui était censée apporter les démocraties libérales, la protection contre la peur et la terreur, ne sont plus garanties au moment où, dans l'ordinaire de notre existence, nous pouvons nous sentir dans n'importe quel lieu et n'importe quand menacés, c'est-à-dire voir surgir de l'ordinaire, voyez, les éclats d'éternité de la terreur. Et là, du coup, c'est un vrai défi. Le défi, c'est pas, bien évidemment, simplement les abominations, les choses ignobles qui ont pu être faites, mais le défi, c'est que nous ne pouvons même plus avoir confiance dans notre manière de vivre qui était censée, n'est-ce pas, nous protéger de ce sentiment d'être livré à l'arbitraire. Là, c'est plus l'arbitraire du despote, c'est presque pire, c'est l'arbitraire du hasard. Et je crois que là, alors, ce que j'essaie, je finis, mais n'est-ce pas, en gros, il faut bien voir que quand l'ordinaire et le banal deviennent menaçants, alors vous n'êtes plus tout à fait dans le même régime culturel, vous n'êtes plus tout à fait dans le même régime politique. Or, la terreur, il ne faut pas l'oublier, elle déshumanise. Je cite beaucoup Camus dans mon livre, mais il y a des éditoriaux de Camus de novembre 1946, assez extraordinaire, qu'il a appelé « Le siècle de la peur, ni bourreau, ni victime ». Et Camus montre bien cette puissance de déshumanisation que constitue la terreur. Et qui fait que, bien sûr, si vous voulez, si nous sentons une insécurité, ce qui est évidemment l'euphémisme du sentiment de peur, si nous sentons dans l'insécurité, alors, comme disait Alexis de Tocqueville à propos de la démocratie, alors, non seulement nous sommes prêts à renoncer à nos libertés, mais nous sommes prêts à les offrir à quelqu'un qui nous garantit cette sécurité. Et là, c'est là, vous voyez, où nous sommes en quelque sorte défiés d'une manière absolument radicale, quoi.
C'est que nous sommes dans un monde, là, où il nous faut apporter une réponse politique et culturelle, faute de perdre ou notre vie, ou notre liberté, voire les deux. Voilà, c'est un peu ça. Et juste une phrase, ça, je crois que le rapport que je ferai, c'est que ce sentiment de sécurité, et là, ça rejoint ce qu'on a dit en janvier, il ne peut pas être que dans les mesures sécuritaires, que par ailleurs, on peut discuter, contester, estimer, c'est un autre problème. Et ça ne peut pas être simplement, vous voyez, un problème de sécurité policière, c'est aussi une question de lien social. C'est une question, si vous voulez, de solidarité, de fraternité, de manière de vivre qui fait que, eh ben, si je suis quelque part, la présence de l'autre, votre présence, me rassure et me rend le monde quelque part, vous voyez, vivable. Et je crois que c'est très important. Je crois que chacun sait que dans des moments où on est un peu dans la détresse, ou dans des moments où on peut dans la difficulté, la présence des autres, elle nous donne cette confiance que l'on appelle la sécurité. Et la sécurité, ça ne peut pas être un état objectif, un état de fait, parce qu'effectivement, jamais on pourra nous garantir, n'est-ce pas, qu'on est à l'abri d'un danger terroriste, d'une menace, ça va de soi. Mais avec l'autre, déjà, n'est-ce pas, le monde se peuple. Et là, je crois, et dans le bouquin, il y a pas mal de chapitres là-dessus, je crois que l'organisation du travail telle qu'elle a été instaurée depuis plus d'un siècle, le taylorisme, pour l'appeler par son nom, eh bien, elle désole justement les sociétés. Elle place les humains, comme dit Hannah Arendt, dans l'essolement. L'essolement, dit Hannah Arendt, c'est le désert. Et elle a cette phrase terrible, n'est-ce pas, la psychologie, ça peut être le cas de la médecine ou d'autres choses, ne vise pas à empêcher que ce désert croît, mais simplement à adapter les humains à ce désert. C'est ça qui est terrible. Donc c'est là aussi où nous sommes défiés, vous voyez. C'est là aussi où, si nous ne trouvons pas le moyen, justement, de nous repeupler, si j'ose dire, culturellement, socialement, politiquement, nous sommes à la merci, alors moi je ne suis pas un prophète, j'en sais rien, nous sommes à la merci de formes diverses et variées, si vous voulez, de servitude, voire d'esclavage.